Patrick Henningsen est avec nous. Bon retour parmi nous, Patrick. Ravi d'être avec toi, Nima. Patrick, laisse-moi commencer par ce qui se passe en Europe avec Davos. Il parle du conflit en Ukraine et le secrétaire général de l'OTAN évalue la Russie. Il essaie de comprendre comment la Russie parvient à maintenir ce conflit. Laisse-moi te faire écouter un extrait de Mark Rutte qui en parle, puis je voudrais connaître ta compréhension de l'état d'esprit européen, en gros. La Russie est en mode économie de guerre. Elle consacre 40% de son budget d'État à la défense, environ 200 milliards par an, avec une capacité de dépense de 200 milliards en raison de la structure de son économie, ce qui est bien supérieur à ce que nous pouvons faire en Europe. Nous devons donc être très vigilants. Oui, nous pouvons nous défendre aujourd'hui, mais nous devons tenir nos engagements, pas à cause de Donald Trump. Certes, cela rééquilibre avec les États-Unis, ce qui les maintient impliqués, mais surtout parce que nous devons assurer notre propre défense. Alex, je t'aime bien, mais tu ne produis pas assez. Ta base industrielle de défense doit accélérer, et tu le sais, alors consacre-y du temps, s'il te plaît. Et cela vaut pour l'ensemble du territoire de l'OTAN. Toute cette affaire est un peu une mise en scène, à mon avis. Ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, et ils essayent simplement de donner du sens à leur propre idéologie. Quelle est ta compréhension de l'état d'esprit européen aujourd'hui? Quelle question difficile, Nima. Beaucoup reviendront sur cette question fondamentale et en débattront dans l'histoire. Que se passe-t-il dans l'esprit des Européens? Je pense qu'il faut d'abord distinguer le public européen des élites politiques européennes. Je ne dis pas qu'un grand nombre d'Européens, en particulier la classe moyenne, la classe managériale, la bourgeoisie, les universitaires, ne sont pas endoctrinés. Ils sont fortement soumis à la propagande dans toute l'Europe. Et je pense que c'est le cas depuis un certain temps. Cependant, je crois qu'il existe au niveau de la rue une reconnaissance générale du fait qu'il n'y a absolument aucun désir d'entrer en guerre, ni de se préparer à une guerre contre la Russie. Je pense que la plupart des gens de la classe ouvrière le comprennent, et cela se reflète dans de nombreux sondages. On voit la division entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest sur cette question, et je pourrais en dire autant d'autres pays. Mais que se passe-t-il à Davos? Tu sais ce qui est incroyable avec le Forum économique mondial? C'est qu'ils ont passé les 20 dernières années à tout centrer sur le vert par-ci, le vert par-là, le climat par-ci, le climat par-là, et qu'ils ont ensuite complètement changé de cap pour se tourner vers la guerre. Une économie de guerre, en somme. Maintenant, c'est l'IA, les armes, la guerre, la Russie. Cela montre bien qu'il n'y a absolument aucun principe à ce niveau-là. Il n'y a pas d'idéologie cohérente, si ce n'est celle de la recherche du profit et de l'activité économique de rente, au détriment du public, en gros. Et vous savez, Mark Rutte, en tant que secrétaire général de l'OTAN, est un parfait exemple du type de bureaucrate qu'on place à ce poste. Un peu comme le précédent, qui était essentiellement un banquier, Jens Stoltenberg. Et on retrouve des banquiers à la tête des grands États européens. Emmanuel Macron est un banquier. Friedrich Merz, un banquier. Donc, les banquiers sont aux commandes à peu près partout dans les grands États européens. Et quelles idées ou solutions ont-ils pour leur population? Aucune. Ils vendent cette idée de bons emplois dans la défense. Ils fondent la croissance économique sur les dépenses militaires. C'est du keynésianisme militaire. Avant, c'était l'économie verte durable. C'est en gros la majeure partie de l'économie de Davos. Puis Davos s'est tourné vers l'Ukraine et c'est devenu une plateforme de signalement de vertu pour Zelensky et la cause ukrainienne, et ainsi de suite. Et maintenant, c'est du « préparons-nous à la guerre contre la Russie » à plein régime.
Mais cela se produit à un moment intéressant. Davos a toujours existé comme une sorte d'île, une réunion d'élite intellectuelle où ils se retrouvent. Et ils s'y réunissent depuis les années 1970. Depuis qu'ils ont commencé à se réunir au Forum économique mondial, les choses n'ont cessé d'empirer et ils n'ont trouvé aucune solution. Ils n'ont pas prévu la crise des subprimes, le crash économique, et ce sont censément les meilleurs esprits du monde. Cela montre bien qu'ils ne sont pas vraiment là pour les raisons qu'ils prétendent, à savoir le bien commun. Ils sont là pour servir ceux qui financent le Forum économique mondial, les grandes entreprises transnationales, une sorte de cartel de l'IA qui est en train de se former, le cartel des grandes technologies. Ce sont eux qui sont en pleine ascension. C'est donc un peu comme un groupe de réflexion. Davos, c'est le groupe de réflexion du groupe Bilderberg. Le groupe Bilderberg se réunit en juin, et c'est là que les grandes industries prennent des décisions, consolident leur secteur, puis traduisent cela en influence politique afin de maintenir ce cartel. C'est donc une sorte de système autoproducteur et autoréplicatif qu'ils ont mis en place. C'est leur groupe de réflexion. Ce qui est intéressant, Nima, c'est le moment où tout cela se produit. Certaines personnes ont lâché quelques vérités à Davos. Mark Carney, le Premier ministre du Canada, un grand banquier central, sans aucune expérience politique, est pratiquement arrivé à ce poste après le départ de Justin Trudeau de la scène canadienne. Et Carney a lâché une bombe en déclarant que l'ordre international fondé sur des règles est désormais nul et non avenu, et que les grandes puissances en profitent pour n'appliquer le droit international que lorsque cela les arrange. Tu sais, c'est ce que nous disons, ce que tu dis et ce que tous tes invités répètent depuis des années dans ces podcasts. Donc il a lâché cette vérité et il a dit quelque chose de vraiment important. Il a parlé des pays de niveau intermédiaire, des puissances de niveau intermédiaire. Donc, il est en train d'identifier, et c'est là le changement fondamental, Nima. Parce qu'auparavant, tous ces pays de niveau inférieur et intermédiaire, je parle des États européens pris individuellement, ont toujours profité de l'influence, de la traîne des États-Unis. Ainsi, tout le poids politique, quand on voit les dirigeants européens se réunir et qu'on voit Mette Frederiksen du Danemark et Kaja Kallas d'Estonie, ce sont en quelque sorte des pays de second rang, voire de rang inférieur dans certains cas, avec une population d'environ 3 millions d'habitants en Estonie, je crois. Et ils sont là, utilisant cette grande tribune de l'UKMLE ou de l'OTAN pour tenter de faire pression sur des pays comme la Russie et la Chine. Eh bien, ils n'ont absolument aucune influence. Leur influence découle entièrement de l'OTAN. Et l'OTAN est une institution dirigée par les États-Unis, une alliance militaire sous impulsion américaine. La puissance, les efforts majeurs, tout est assuré par les États-Unis. L'influence vient des États-Unis, donc tous les autres sont de second rang. Le Royaume-Uni est presque de second rang, car il est plus ou moins le deuxième partenaire des États-Unis au sein de l'OTAN, selon la structure de commandement traditionnelle. Mais tous les autres sont en quelque sorte des puissances de second ou de troisième rang. Et Carney l'a souligné. Macron tient également des propos similaires en ce moment, car ils se rendent compte avec les États-Unis et l'administration Trump que cette idée, selon laquelle il y aurait suffisamment de confiance entre les partenaires de l'OTAN, suffisamment d'accords, suffisamment de reconnaissance de la souveraineté des autres pays, ne tient tout simplement pas. C'est le ciment qui maintient cet ensemble. Et je dirais la même chose pour l'Union européenne. Ces fissures ne sont pas encore pleinement apparues, mais elles existent déjà en Europe centrale, avec la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Ainsi, la désagrégation de l'UE-member sera plus lente. Mais l'OTAN, on peut déjà voir les plaies béantes. Tout cela est en train de se désagréger, et cela inclut tout ce qui va avec, y compris les dépenses équivalentes à 5% du PIB. Et déjà,
Donald Trump riposte, affirmant que les États-Unis vont retirer une partie de leur soutien à l'OTAN. On parle ici des exercices, des comités consultatifs, du financement d'autres activités qui font fonctionner l'organisation de l'OTAN. Les États-Unis menacent de se retirer de certaines de ces initiatives. On peut donc voir que l'Alliance et sa position belliciste à l'égard de la Russie est entièrement menée sous l'aile des États-Unis, afin que les Mark Rutte de ce monde puissent parader sur ces tribunes à Munich ou au WEF ou traverser l'Atlantique jusqu'à Washington pour bomber le torse. Ils le font avec les États-Unis derrière eux, jouant le rôle du tyran armé du gros bâton. Si les États-Unis ne soutiennent pas l'Europe et ses partenaires européens, alors ils ne sont qu'un ensemble de petits pays faibles, incapables de se mettre d'accord sur quoi que ce soit, comme le veut la tradition. Soyons honnêtes, il suffit de regarder l'histoire européenne. Des guerres mondiales ont été menées, des massacres dévastateurs de populations civiles, à cause de querelles royalistes, monarchistes ou ethno-tribales insignifiantes, ou encore pour des conquêtes de petits territoires, et ainsi de suite. Des guerres mondiales ont été menées pour cela. Et les Européens ont montré qu'ils n'avaient en réalité rien perdu de ce genre de défaut génétique de la vieille Europe. Ils l'ont transporté dans la nouvelle Europe. Mais cela n'a pu perdurer que sous l'égide du parapluie dominé par les États-Unis et de la dissuasion nucléaire, voyez-vous. Et maintenant, on peut voir les fissures. Maintenant, les véritables caractères vont se révéler. Et si l'Europe bénéficie d'une direction sensée, ses dirigeants seront contraints d'être réalistes et d'agir de manière rationnelle, maintenant que les États-Unis ne projettent plus leur ombre dominante sur l'ensemble de la politique étrangère européenne. Cela signifie que des personnes comme Ursula von der Leyen vont être durement touchées, car elles devront rendre des comptes pour les positions passées qui ont conduit l'Union à cette situation. Ces dirigeants qui ont poussé à cette guerre vont devoir soit changer rapidement de cap, soit rejeter la faute sur leurs prédécesseurs, comme Olaf Scholz et d'autres, clairement responsables d'avoir mené l'Europe à cette impasse où elle fait face à une croissance économique nulle. Et la dernière chose que je dirais, Nima, et c'est important, fais le calcul. Si les États-Unis exigent que les pays européens dépensent 5% de leur PIB pour la défense de l'OTAN, alors que ces pays auraient normalement une croissance économique de 3% à 5% avant la guerre en Ukraine, ou en temps normal, une croissance économique agrégée de 0% signifie que la dépense relative au PIB est bien supérieure à 5% par rapport aux performances économiques précédentes. On parle alors de 7% ou 8% en termes réels relatifs. C'est une simple question de mathématiques. Et quel pays peut se le permettre? Ces pays imposent déjà des mesures d'austérité, portent déjà des ratios dette-PIB élevés, comme la France, par exemple. Comment peuvent-ils se permettre de consacrer en termes réels 7% à 8% de leur PIB à la défense contre une menace qui n'est devenue une menace que parce que les États-Unis ont organisé un coup d'État en Ukraine en 2014? C'est cette étincelle qui a déclenché l'incendie. Et maintenant, les États-Unis exigent qu'ils dépensent et achètent des armes chez eux. C'est un système de protection, l'OTAN, dirigé par les États-Unis. Maintenant, les gens le voient. J'attends simplement que les dirigeants européens soient honnêtes sur ce qu'est cet arrangement depuis des années. À ton avis, quand verrons-nous ce moment d'honnêteté? Le cas du Groenland suffit-il à pousser l'Europe dans cette direction? Absolument. Donc, quelques indices sont apparus au cours des dernières semaines, et je pense qu'ils sont significatifs. L'un d'eux est que les premiers ministres et présidents de l'Italie, de l'Allemagne et de la France, leur gouvernement, se sont adressés à Bruxelles et demandent la nomination d'un envoyé spécial à Moscou. Ils veulent rouvrir les relations diplomatiques,
ou du moins des canaux de dialogue officiels, avec la Russie. C'est intéressant. D'accord, donc Meloni, Macron, Scholz. Si c'est le cas, c'est un changement radical par rapport à la situation des 3 ou 4 dernières années. 4 ans maintenant, en février, avec le conflit en Ukraine. C'est donc un indice majeur. L'autre indice, c'est que cela se produit au moment même où les États-Unis ont affiché une division visible avec l'Europe sur la direction des négociations concernant l'Ukraine. Ce que Donald Trump essaie de faire, c'est de créer un levier. Il pousse la question du Groenland de manière très agressive, puis il prévoit de revenir à une position de repli plus modérée sur ce sujet, en échange d'efforts pour amener l'Europe à faire ce qu'il souhaite concernant l'Ukraine. Bien sûr, cela pourrait profiter à la Russie. Et nous voyons déjà les signes d'un adoucissement du discours belliqueux. De ce point de vue, qu'il s'agisse ou non d'une intention délibérée de la part de Trump, il est difficile de savoir s'il s'agit d'un jeu d'échecs en 4 dimensions ou simplement d'un effet naturel de sa tentative de rétablir l'hégémonie américaine dans l'hémisphère occidental, ou, pour ainsi dire, la doctrine Monroe appliquée au Groenland. Mais le problème, Nima, c'est qu'il fait la même chose avec le Conseil de la paix. Il doit faire en sorte que le Conseil de la paix à Gaza fonctionne. Donc Trump, cette administration aux États-Unis, ce ne sont pas des situations isolées. Elles sont toutes liées par des rapports de force. L'Allemagne a déjà exprimé des doutes concernant le Conseil de la paix, affirmant qu'il a d'énormes implications pour le droit international. Il a maintenant snobé Macron en ce qui concerne une invitation. Je ne pense pas que les Français étaient enthousiastes à l'idée de participer, pour des raisons similaires à celles que l'Allemagne remet en question. Mais la Russie a également retenu sa réponse quant à son invitation, tout comme la Chine. La Chine a été invitée, mais les Chinois examinent encore la situation et n'ont pas encore répondu. Alors, oubliez la Chine. Trump ne sera pas en mesure d'exercer la moindre influence sur la Chine. Il pense pouvoir obtenir un certain mouvement avec la Russie sur ce sujet en utilisant la stratégie ukrainienne. Une situation destinée à pousser la Russie à approuver ce qui est en réalité une sorte d'entité non étatique, un conseil d'administration sur lequel Trump siégerait en tant que président à vie. C'est ce que les récents rapports ont montré. Ainsi, tout est lié, et le moment est mal choisi, car si l'on pousse un peu trop, avec quelques tweets et quelques commentaires très insultants ou menaçants à propos du Groenland, les Européens pourraient retirer leur soutien au projet de Gaza. Et celui-ci n'aurait alors plus aucune légitimité. Ce ne serait plus qu'un conseil de la paix sur le papier, et il pourrait perdre. Or, l'État profond américain pourrait lui aussi perdre si l'Europe commençait progressivement à modifier son orientation envers la Russie et à chercher avec le temps un terrain d'entente plus équilibré. Mais les États-Unis peuvent changer cela. Le problème avec Trump, c'est qu'il peut monter le curseur, le baisser, puis le remonter à nouveau. Peut-être pour flatter certains des partis les plus bellicistes en Europe. Le Royaume-Uni, par exemple, est toujours prêt à parler d'une guerre contre la Russie. Il reste toujours en retrait, parce que surtout après le Brexit, ils estiment pouvoir jouer ce rôle en toute sécurité depuis l'extérieur de l'Europe, tout en poussant l'Europe et les États-Unis vers une confrontation militarisée avec la Russie. Mais le fait est, Nima, que ça peut se briser. Ça peut se briser de plusieurs façons. Qu'est-ce qui maintient cette illusion d'un Est contre un Ouest? C'est très fragile maintenant, très fragile. Et les gens commencent à voir à travers la façade avec laquelle ils ont dû vivre pendant des décennies concernant ce que sont réellement les États-Unis. C'est l'autre aspect. Les États-Unis ont ce discours, très populaire parmi les conservateurs,
les J.D. Vance de ce monde, et parmi des gens qui, franchement, étaient géopolitiquement illettrés avant d'entrer en fonction. Ils ne savaient rien de rien. Et ils affirment que l'Europe nous exploite. Que l'Europe nous exploite. Vous avez entendu cet argument. En réalité, c'est l'inverse. L'arrangement d'après-guerre entre l'Europe et les États-Unis a toujours été à l'avantage des États-Unis. Il a certes apporté une certaine stabilité et permis à certains marchés de se développer, l'Allemagne en étant un bon exemple. Mais l'inconvénient pour l'Allemagne, c'est que son économie et sa politique étrangère n'ont jamais été, ce n'est pas vraiment, c'est bifurqué. C'est en gros bifurqué. Donc, c'est différent. Et les Allemands n'ont jamais eu un grand empire colonial, historiquement. Pas comme les Britanniques et les Français. Donc, si l'on regarde les compétences diplomatiques et de politique étrangère des Britanniques et des Français, elles sont bien plus avancées et développées que celles de l'Allemagne. L'Allemagne a subi un énorme choc après la Seconde Guerre mondiale et a vu pratiquement toutes ses institutions étatiques démantelées puis reconstruites. Après cela, l'Allemagne s'est simplement concentrée sur son économie. Mais maintenant, on peut le constater. C'est le fait que le marché de l'euro-dollar, qui est aujourd'hui plus important que le marché du pétrodollar en termes réels au Moyen-Orient, en ce qui concerne ce qui est acheté, vendu et détenu en réserve de dollars sur le marché européen. Ainsi, le maintien de la valeur du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale permet aux États-Unis de dépenser à crédit et d'avoir un budget militaire de 1,5 billion de dollars, puis d'imposer cette conformité à l'échelle mondiale par la force. Tout cela repose sur ces zones dollars à travers le monde, l'Europe étant probablement la plus grande et la plus significative. Eh bien, ce qui s'est passé en conséquence, c'est que le Groenland, le Danemark, retire ses fonds de pension. L'un de ses principaux fonds vient de retirer 100 millions de dollars, se désengageant, se dédollarisant. C'est une petite somme, mais cela fait partie d'une tendance. Donc si l'on commence à voir des acteurs chercher la sortie en Europe en ce qui concerne les investissements en dollars, comme les fonds de pension et les grandes institutions, et ensuite se mettre à vendre la dette américaine, alors on assiste à une tendance majeure. Parce que si l'Europe commence à le faire, je pense que le Sud global sera en position de faire davantage de même. Et ce consensus que vous avez en Occident, l'ordre international fondé sur des règles, repose en fin de compte sur la coopération et la confiance entre ces puissances du G7 de premier rang. Et Trump est en train de tout démolir. Ce faisant, il sape la puissance économique des États-Unis. Si vous réduisez la puissance économique, vous réduisez également la richesse. Par la même occasion, vous réduisez le pouvoir et l'influence politique. L'influence politique et géopolitique découle de l'influence économique. Ils ont pu exercer ce type de pression contre des pays comme l'Iran et cibler des nations comme la Syrie et le Venezuela. Ils ne mèneront pas le même type de guerre économique contre l'Europe, bien qu'ils aient tiré quelques coups de semonce, des tarifs douaniers contre des pays européens, parce qu'ils ne se rallient pas au projet de Trump d'acquérir le Groenland. Il a donc provoqué une guerre commerciale avec l'Europe, à un moment où celle-ci fait déjà des sacrifices pour les États-Unis, en achetant leur GNL à des prix exorbitants, après que, très probablement, les États-Unis ont fait exploser le gazoduc Nord Stream. C'était une opération dirigée par les États-Unis et il y avait probablement d'autres pays de l'OTAN impliqués. Mais l'Europe a dû faire de grands sacrifices pour ce qui est en réalité un programme géopolitique et de politique étrangère dominé et dirigé par les États-Unis. Et maintenant, de nouvelles sanctions viennent des États-Unis et à un certain moment, il y aura un point de rupture, même pour les Européens. Je pense que nous voyons maintenant où se situent ces limites. Yeah. Patrick, I think you've mentioned how Patrick,
Je crois que tu as mentionné à quel point l'Allemagne est différente de la France et du Royaume-Uni en matière de colonialisme et d'expériences passées. En réalité, quand on parle de l'Europe, on suppose souvent qu'ils sont semblables, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des peuples différents, des nations différentes, avec des idées et des histoires différentes. Pourtant, cette réalité n'est pas vraiment reconnue lorsque l'on parle de l'Europe, des différences entre ces nations. Comment perçois-tu l'unité entre les Européens? Par exemple, entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, ou entre le Royaume-Uni et la France. Est-ce que ça va aider? Y a-t-il une véritable unité? Ou allons-nous constater de grandes divergences lorsqu'il s'agira de faire face aux États-Unis, de faire comprendre aux Américains ce que l'Europe sacrifie et ce qu'elle a déjà sacrifié jusqu'à présent? Pour que cela se produise, Nima, il faut d'abord que les dirigeants européens soient honnêtes et disent la vérité à leur peuple. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à le faire, car cela demanderait beaucoup de caractère, de courage et de profondeur intellectuelle. Ce sont toutes des qualités que la direction européenne actuelle ne possède pas, car un certain niveau de médiocrité a été encouragé durant cette ère unipolaire en Europe. Cela a abouti à l'émergence probablement de la classe politique la plus creuse, la moins qualifiée et la plus ridiculement médiocre jamais vue, revenant encore une fois sous le parapluie américain. Mais la raison pour laquelle cela pose problème à l'Europe, c'est que, à mesure que l'UMA Member progressait en tant que projet politique et dépassait l'union économique, ce qui avait du sens pour tout le monde en termes de Schengen et de marché commun, cela a engendré beaucoup de prospérité. Mais ensuite, le problème est venu avec l'union politique de l'Union Member. Vous voyez aujourd'hui l'extrême conséquence de cela, avec la Commission européenne qui sanctionne des personnes pour leurs opinions politiques ou pour avoir tenu des propos qu'elle juge erronés, ce qu'elle appelle de la propagande russe. Prenez Jacques Baud, par exemple, et d'autres comme Nathalie Yam, des personnes dont vous connaissez les dossiers. C'est l'extrémité du projet politique européen qui est assez oppressif, de nature soviétique, voire fasciste. Mais le problème, c'est qu'à mesure que Bruxelles s'est alignée sur l'OTAN, les États membres ont lentement et progressivement perdu leur politique étrangère indépendante. Je pense que le grand tournant ici, et c'est intéressant, a été lorsque la France a réintégré l'OTAN en 2009 sous Nicolas Sarkozy. Je crois que cela a été fait en préparation du renversement de la Libye, opération que la France a dirigée. Et je ne pense pas que l'OTAN aurait pu faire cela sans les Français, à mon avis, ni bénéficier d'un tel niveau de soutien en Europe, surtout en tenant compte des jeux militaires et politiques qui se déroulaient entre la France et la Libye avant cela. C'était donc un grand changement. La France avait une politique étrangère indépendante. Elle était en dehors de l'OTAN jusqu'en 2009. Et maintenant, on voit qu'une pétition a été lancée cette semaine par une députée française appelant la France à se retirer du commandement central de l'OTAN. Il s'agit de Clémence Guettet, députée française, qui a déposé la pétition cette semaine. Cela ne débouchera peut-être pas encore sur quelque chose de significatif, mais cela aurait été impensable il y a seulement 6 mois ou 1 an. Et pourtant, nous y voilà. Ainsi, la pensée républicaine française, ou disons gaulliste, en matière d'art de gouverner et de valeurs républicaines françaises, revient sur le devant de la scène, à la suite du fait que les États-Unis se révèlent assez belliqueux et caustiques dans leurs relations avec leurs partenaires européens. Tout cela a un coût pour les États-Unis. C'est simplement que les conservateurs ne sont pas des gens très brillants. Les républicains sont complètement perdus en matière de relations internationales. Ils sont en train de démanteler l'ONU, et c'est ce qu'est, en fin de compte, le soi-disant Conseil de la paix. C'est un contournement du droit international, cette histoire de Conseil de la paix pour Gaza lancée par Trump,
Et aussi, évidemment, une manière de dissimuler le fait que les États-Unis sont co-belligérants avec Israël dans un génocide en cours. Je veux dire, c'est gênant. Ils attaquent la Cour internationale de justice. Ils sanctionnent la CPI. Ils sanctionnent des membres de l'ONU, comme Francesca Albanese. Et ils affirment que le droit international est mort, comme Stephen Miller. Il s'agit ici d'une volonté de puissance, en utilisant toutes sortes de tropes et de termes d'inspiration fasciste à propos d'un monde obésien, et cette idée selon laquelle les États-Unis domineraient la planète. Et ce faisant, ils sapent les fondements mêmes des États-Unis, qui ont, avec beaucoup de soin, à travers des institutions multilatérales, réussi à dominer, contrôler et gérer le monde, ou l'ordre mondial, le soi-disant ordre international, fondé sur des règles, par le biais de toutes ces institutions. Je veux dire, regardez l'OMC. Cela ne semble pas être un si mauvais arrangement en ce moment, n'est-ce pas? Mais on a laissé cela pratiquement tomber en morceaux et personne n'a réagi immédiatement aux premières guerres tarifaires de Trump, n'est-ce pas? Si on y regarde de plus près, on voit que cela crée du chaos, de l'incertitude sur les marchés. Cela provoque de la stagflation pour un certain nombre de pays qui se trouvent du mauvais côté de ces guerres tarifaires. Ainsi, l'OMC, tout à coup, apparaît comme un grand bastion de stabilité. Et alors les gens disent « Ah, c'est pour cela que nous avons créé cette institution à l'origine ». Il y a eu une prospérité mondiale sans précédent grâce à l'harmonisation du commerce et des relations au cours des 30 ou 40 dernières années. During this period of the last 30 or 40 years, and Trump is trying to undo it. Et Trump essaie de l'annuler, de le démanteler en l'espace de 12 mois. Et vous pouvez en voir les résultats. Les marchés vont réagir. Les marchés vont réagir. On peut dire tout ce qu'on veut en politique. On peut utiliser tous les clichés qu'on veut. Regardez le Brexit. Le Brexit, c'était entièrement une sorte de revanche, une tentative de reconquérir la gloire de l'ancien empire et l'économie britannique s'est effondrée après le Brexit. Littéralement, la livre sterling donnait l'impression que George Soros l'avait attaqué sans relâche pendant des années. C'est le genre de choses qui arrivent aux pays du tiers-monde. Voir sa monnaie chuter de 10% du jour au lendemain et son secteur des PME, petites et moyennes entreprises, décimées en une nuit. Et pendant ce temps, tout ce qu'il reste aux gens, c'est d'agiter l'Union Jack britannique ou la Croix de Saint-Georges. Parce que c'est tout ce qu'il leur reste, des baby-boomers qui agitent ces drapeaux. C'est la même chose en Europe. Ils brandissent un vieux drapeau de l'hégémonie et de la domination européenne des 1000 dernières années. Le problème, c'est que la moitié du monde est passée à autre chose. Et c'est là toute la différence. L'Europe est aujourd'hui dans une position idéale, Nima, pour résoudre tous ses problèmes avec les États-Unis, si elle le souhaite. Il lui suffit de se tourner vers l'Est, simplement se tourner vers l'Est. La Russie des solutions, la Chine des solutions. Et à ce moment-là, elle pourrait vraiment dire à Trump et à l'Amérique d'aller se faire voir. Ce serait littéralement comme ça. Mais elle est tellement imbriquée dans un grand nombre de ses programmes et de ses accords qui, au final, se sont révélés contre-productifs pour l'Europe. Donc, cela prendra beaucoup de temps, je pense, pour qu'il démêle tout cela. S'il existe la volonté politique de le faire complètement. Cela inclut toutes les manipulations et tromperies en matière de politique étrangère, ainsi que la relation avec Israël. Tout cela est lié. C'est un programme dirigé par les États-Unis. Et les Européens, s'ils sont assez intelligents pour ne pas se battre entre eux, comme ils le font traditionnellement, pourraient trouver une issue à cette situation et prospérer, même s'ils ne sont pas une puissance manufacturière. Mais honnêtement, ce qui s'est passé en Allemagne, à mon avis, est vraiment dévastateur pour l'Europe. Et je ne pense pas qu'ils se remettront de sitôt. Ils se sont vraiment, pour ainsi dire, tiré une balle dans chaque pied.
Et je pense que les dirigeants qui ont permis que cela se produise doivent être tenus responsables à un niveau majeur. Il faut une correction politique en Europe. Maintenant, j'ai peur que si ça se traduit par un virage dur à droite, nous risquions d'avoir encore plus de problèmes. Si l'on regarde les virages durs à droite dans l'histoire européenne, tout le lot d'ordures et de toxicité qui les accompagne, racisme, anti-immigration, ethno-nationalisme. Si c'est ce qui accompagne ce virage à droite pour l'Europe, alors ça posera d'énormes problèmes. Et c'est pourquoi on voit des gens comme Elon Musk et d'autres milliardaires financer et attiser les divisions raciales en Europe. Cela profite aux États-Unis, car une Europe divisée et instable reste vassalisée à cause de ces dynamiques. Les États-Unis ont manipulé l'Europe avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Et je pense aussi pendant la Première Guerre mondiale. Les États-Unis ont joué un sacré tour à l'Europe lors de la Première Guerre mondiale. Ils les ont tous endettés, ont vidé leurs réserves d'or, qui ont fini à Fort Knox, et les États-Unis sont devenus une puissance mondiale sur le dos des Européens qui se battaient entre eux pour quoi? Au juste. Ces vieux schémas et habitudes ont toujours existé, et on les voit réapparaître aujourd'hui. C'est la classe capitaliste, super capitaliste, financière américaine, qui veut encore une fois exploiter l'Europe. Et les Européens, si stupides et si absorbés par leurs petites querelles ethniques héritées du passé, comme entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, entre le Saint-Empire romain germanique et l'Orient byzantin chrétien orthodoxe. Vous pouvez voir que ces fissures sont toujours là. Et les États-Unis sont simplement devenus si habiles, comme les Britanniques l'ont été pendant tant d'années, à exploiter ces différences. Les États-Unis pensent pouvoir encore jouer à ce jeu et, ce faisant, maintenir leur empire mondial, mais au détriment des peuples qu'ils prétendent être leurs frères. L'Europe, ou l'Europe blanche, ou quelle que soit la manière dont on veut la qualifier. Mais maintenant, on peut voir les blessures, les plaies béantes se rouvrir. L'Europe devra donc décider si elle veut emprunter une nouvelle voie constructive ou retomber dans ses vieilles habitudes. Nous verrons bien. Vous savez ce qui est si tragique quand on regarde l'Europe? C'est que chaque décision de politique étrangère américaine en Asie de l'Ouest a frappé l'Europe de plein fouet, en commençant par l'Irak et l'Afghanistan, puis la Libye, ensuite la Syrie, plus récemment. Et la plus importante, bien sûr, a été l'Ukraine. On ne peut pas imaginer, personne n'aurait pu prévoir à quel point le conflit en Ukraine serait dévastateur. Je ne sais pas si l'administration Biden coordonnait cela avec les Européens, mais nous savons que lorsque Biden se tenait aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz en parlant du sabotage du gazoduc Nord Stream, Scholz, à mon avis, n'en avait aucune idée à ce moment-là. Il a peut-être été surpris. Il n'a pas réagi à ce que Joe Biden a dit. Mais l'Allemagne se trouvait en quelque sorte au milieu de quelque chose qui était sur le point de se produire. Il ne connaissait pas l'ampleur de ce qui se passait. Et vous savez, après 4 ans, on peut voir à quoi l'Allemagne est confrontée, les difficultés auxquelles elle fait face en ce moment, et combien de temps ils veulent continuer avec ce genre de concept. Je ne sais pas. As-tu vu ce message privé de Macron disant « Nous sommes tous mobilisés sur le dossier iranien. Allons après l'Iran, mais ignorons simplement le dossier du Groenland. » C'est la même stratégie ratée de la part des Européens. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas tirer les leçons de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Non. Ce message texte, je ne sais pas qui l'a divulgué,
si cela vient des États-Unis ou des Français, parce que franchement, je ne sais pas qui cela fait paraître le plus mal d'un côté ou de l'autre. C'est difficile à dire, mais je pense que cela montre simplement la nature de la relation entre les États-Unis et l'Europe. Comme vous l'avez dit, nous sommes tous unis sur la Syrie, nous sommes tous unis sur l'Iran. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bassett, a déclaré ouvertement dans sa vidéo publiée sur X, ainsi qu'au Forum économique mondial, qu'il était très enthousiaste à l'idée d'avoir provoqué l'effondrement de la monnaie et de l'économie iranienne, et que cela avait causé beaucoup de souffrance. Il est vraiment enthousiaste à propos d'une grande quantité de souffrance. Il a donc admis, d'une manière à la fois imprudente et maladroite, que les sanctions ne sont pas destinées à modifier le comportement des gouvernements. Elles visent à punir les populations. Du point de vue des États-Unis et de l'Europe, il s'agit d'une forme de punition collective. Et ce faisant, on entretient cette idée délirante selon laquelle cela changerait d'une manière ou d'une autre le comportement du soi-disant régime. Et c'est là tout le problème. On voit arriver au gouvernement des gens issus du milieu de Wall Street. Ils ne connaissent rien aux relations internationales. Ils ne connaissent rien à l'art de gouverner. Ils sont arrivés, on leur a remis les clés de ce destroyer naval surpuissant qu'est le Trésor américain, et ils décident de tirer sur les cibles de leur choix. Et pour eux, c'est cela, l'art de gouverner. Pour eux, c'est cela, l'art de gouverner. Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est délégitimer involontairement les instruments de la guerre économique qu'ils utilisent depuis des décennies, en fait. Quant aux Européens, et vous savez, aux Olaf Scholz de ce monde, ce sont des gens venus de diverses professions ou de petites villes d'Europe, de quelques coins reculés d'une province allemande. Et tout à coup, les voilà sur la scène mondiale, debout à côté du président des États-Unis. Eux-mêmes n'ont aucune gravité, aucune compréhension de quoi que ce soit d'international. Et ils sont vraiment à la merci des États-Unis, qui sont un acteur étatique bien plus rusé et retors. Tous les pays européens ont ce problème. L'Europe lutte encore avec ces questions d'identité. Ils n'arrivent pas à décider s'ils forment une Europe unie, si l'UE est un super-État ou si l'UE doit être une organisation fédérale, c'est-à-dire une structure qui préserve les droits ou la souveraineté des États membres individuels. C'est très difficile à mettre en place. Je veux dire, c'est déjà difficile, comme on peut le voir aux États-Unis. I mean, it's already difficult, as you can see in the United States. Look at how Trump is attacking the state. Regardez comment Trump attaque l'État du Minnesota en déployant 3000 soldats paramilitaires masqués appelés ICE pour aller terroriser les habitants de Minneapolis afin de faire une démonstration de force politique. Les États se sentent donc désormais impuissants. Ils ne peuvent pas résister à l'ingérence fédérale ni à l'abus de pouvoir fédéral, car les droits des États en Amérique ont été érodés au fil des ans par des décrets exécutifs. Ils en sont arrivés à un point où ils sont complètement paralysés. Cela inclut la manière dont les médias en rendent compte au niveau national, et ainsi de suite. L'Europe connaît le même problème. Et ce sera toujours un problème pour l'Union européenne, car on a fondamentalement quelques dizaines de pays européens complètement différents, avec des langues différentes dans presque tous les cas, des histoires différentes, des contextes culturels différents. Et on les a forcés à entrer dans ce moule de l'OTAN, si l'on peut dire. Et Bruxelles n'a pas vraiment de modèle. Elle essaie d'imposer une sorte de cadre à ces États individuels en les privant de leur pouvoir de décision en matière de politique étrangère, de commerce et d'économie. Parce que, regardez, qui a décidé que l'Europe allait dépendre de l'énergie américaine? Je veux dire, cela n'a pas été soumis au vote, mais les gens en payent le prix. Ils le paient économiquement, socialement, et ils ont hypothéqué l'avenir des enfants européens. Leur vie d'adulte future a été hypothéquée par cette sorte de génération de baby-boomers vieillissants, obsédés par l'accumulation
et la protection de leurs propres richesses, leurs économies. D'accord? Ils ont condamné les générations futures à une pauvreté accrue, à moins d'indépendance et à moins de liberté d'expression. Ils les remettent, en gros, à une technocratie. Et tout cela ne passe par aucun processus démocratique. C'est peut-être une prise de contrôle des entreprises américaines dans le domaine des technologies et des données. Je veux dire, qui dirige toute cette nouvelle technocratie? Ce sont principalement des entreprises américaines qui fournissent la puissance du cloud et l'intelligence artificielle. Palantir, Amazon Web Services. Toutes ces sociétés basées aux États-Unis en ont le contrôle. L'Europe ne possédera plus ses propres données dans 5 ans. Et si vous ne possédez pas vos propres données, vous n'êtes pas souverain, car la souveraineté des données équivaut à la souveraineté énergétique dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, ces dirigeants européens, pour revenir à ta question initiale, Nima, et je vais conclure là-dessus. Back to your original question, Nima, and I'll round this out. L'Europe a toujours connu des difficultés après la Seconde Guerre mondiale. Peut-être à cause de la guerre froide, peut-être à cause de la domination américaine. Mais elle a peiné, aussi bien les États individuellement que l'Europe dans son ensemble, à définir sa raison d'État. Ils ont cru l'avoir trouvée avec le marché commun et en utilisant l'OTAN comme moyen de dissuasion collective, une sorte d'avenir utopique et pro-démocratique où ils s'étendraient, pousseraient vers l'Est, vers le Sud et exigeraient de tous qu'ils se conforment à leurs valeurs européennes libérales. Et une partie de cela repose sur cette idée. Je crois cela, donc je suis un bon citoyen. Je crois que la Russie a mené une invasion totale et non provoquée de l'Ukraine, et nous devons protéger Zelensky. Ce faisant, nous protégeons l'Europe. Et si vous croyez cela, vous êtes un bon citoyen. Je fais flotter mon drapeau ukrainien devant mon bureau en Europe, dans ma mairie, dans mon hameau, dans mon village. Nous sommes de bonnes personnes. Ainsi, surtout dans un pays comme l'Allemagne, ils surcompensent, essayant d'expier leur histoire sordide de l'Allemagne nazie et tous leurs péchés passés. Aujourd'hui, c'est devenu tellement perverti et dépravé qu'ils sont prêts à le faire jusqu'au dernier Ukrainien. Ils veulent expier et montrer leur vertu, à un point tel qu'ils sont prêts à expier leurs péchés passés jusqu'au dernier Ukrainien, et pire encore, jusqu'au dernier Palestinien. Voilà où en est arrivée l'Allemagne, dans leur esprit. Et c'est, je pense, une sorte de défaut mental collectif dans un pays comme l'Allemagne. C'est vraiment le résultat d'une tentative de prouver que vous êtes des gens bien. Et en faisant cela, ils s'en prennent aux manifestants en Allemagne, des personnes qui protestent pour les Palestiniens, pour mettre fin au génocide d'Israël. Ils se font tabasser dans les rues d'Allemagne. Et c'est, encore une fois, la surcompensation de l'Allemagne. En agissant ainsi, ils redeviennent les autoritaires qu'ils étaient autrefois. Cela montre bien que si vous n'avez aucun principe en matière de politique étrangère et que vous laissez la propagande diriger votre consensus national, propagande menée par les États-Unis, la CIA, l'OTAN et Israël, on vous poussera dans la pire position possible, celle où vous devenez exactement ce que vous cherchiez à fuir, historiquement. Et je pense que c'est une bonne évaluation de la situation de l'Allemagne. Et tout aussi stupide, et même incroyablement stupide, a été la décision des Finlandais et des Suédois de se laisser emporter par la campagne de peur et de battage médiatique au début du conflit en Ukraine en 2022, les poussant à un référendum émotionnel pour renoncer à leur neutralité et devenir désormais des pays de première ligne de l'OTAN. Ce qui ne les rend pas plus sûrs, bien au contraire. Et leur justification est, eh bien, nous devons nous protéger contre la menace russe. Je veux dire, c'est un raisonnement circulaire. Et c'est en quelque sorte un virus mental, si l'on peut dire, vraiment alimenté par la propagande.
On parle ici de propagande internationale, de médias, de récits politiques et d'une diplomatie très musclée de la part des Américains, des Britanniques et de Bruxelles. Et sont-ils vraiment dans une meilleure situation? Je veux dire, la Finlande, honnêtement, êtes-vous mieux loti en tant que pays neutre, reconnu pour son statut de neutralité et entretenant de bonnes relations avec la Russie, des relations relativement bonnes? Et maintenant, regardez, le dirigeant actuel de la Finlande parle de « nous allons acquérir davantage de F-35, nous allons avoir la plus grande force aérienne d'Europe ». Et la Russie ne va pas nous embêter. Laissez-moi vous dire, la Russie pourrait anéantir tout ce que la Finlande possède en matière d'actifs militaires en quoi? 48 heures. Disparu. Tout ce qu'ils ont construit pourrait être détruit s'ils sont utilisés comme un instrument contre la Russie. C'est la réalité. Les Russes le savent, et je pense qu'au fond, beaucoup de Finlandais le savent aussi. Mais au niveau des dirigeants, tout tourne autour du keynésianisme militaire et des politiques qui le soutiennent, parce qu'ils n'ont plus rien à proposer en termes d'idées pour l'avenir de l'Europe. Je veux dire, c'est un point historiquement bas pour l'Europe, et cela pourrait aboutir à la dissolution de l'OTAN et probablement à la fracture permanente de l'Union européenne telle que nous la connaissons. Patrick, changeons un peu de sujet pour parler de ce qui se passe aux États-Unis sous l'administration Trump. Après un an, on constate, comme vous l'avez mentionné avec le cas de Minneapolis, que l'administration Trump essaie de forcer les gens à se comporter comme elle le souhaite. Quelle est votre compréhension de la politique de Donald Trump en Asie de l'Ouest? Nous étions au bord d'une nouvelle guerre. Nous sommes toujours au bord d'une nouvelle guerre ici en Iran. Il se prépare. On voit beaucoup d'armes circuler dans le pays. L'armée se préparait à toute éventualité. Et vous savez, peu importe à qui vous parlez, des responsables iraniens, la plupart disent qu'ils sont prêts, qu'ils se préparent davantage à affronter les États-Unis. Mais au fond, que veut l'administration Trump, ou Donald Trump lui-même, d'une nouvelle guerre avec l'Iran? Je pense que ce n'est pas tant une question de ce que veut Trump, c'est une question de ce que veut Israël. Donald Trump, enfin, les États-Unis dans leur ensemble, n'ont pas, en ce qui concerne le Moyen-Orient, une politique étrangère indépendante. La Maison-Blanche est sous le contrôle d'un gouvernement étranger. Il ne devrait pas y avoir de débat à ce sujet. Les États-Unis ne peuvent vraiment prendre une décision ou agir sans l'accord de Bibi Netanyahou, du bureau du Premier ministre israélien, qui s'exprime ensuite par l'intermédiaire du lobby israélien et de la classe des milliardaires aux États-Unis. Et il possède le président. Et il s'est vendu à ces gens-là, et à partir de ce moment-là, il n'a pratiquement plus aucune indépendance. Ils l'ont capturé, ainsi que sa famille. Donald Trump peut faire très peu de choses de manière indépendante. En ce qui concerne l'Iran, la seule chose qui puisse arriver, c'est qu'une lueur de logique ou de bon sens traverse l'esprit de Trump et de son administration. Cela ne sera vraiment influencé que par des considérations stratégiques. Par exemple, est-ce le bon moment pour attaquer l'Iran? Devons-nous attendre? Devons-nous y aller maintenant? Devons-nous utiliser des armes nucléaires ou seulement conventionnelles? Ce sont les seules choses qui peuvent retarder cela. Maintenant, retarder n'est pas une mauvaise chose, Nima. Retarder reste positif pour, je pense, tout le monde dans le monde, car lorsqu'on retarde un programme, cela signifie qu'il faut le recalibrer. Les choses changent entre-temps, en avançant. Et les réalités politiques peuvent aussi évoluer aux États-Unis, tout comme elles peuvent changer en Israël. Ainsi, Israël et les États-Unis
ne sont pas à l'abri des réalités politiques internes, tout comme la pression qu'ils exercent sur l'Iran crée des tensions au sein de la société iranienne et de son économie politique. Il en va de même pour l'effet boomerang des actions des États-Unis et d'Israël. Mais en ce qui concerne les États-Unis, je pense que la décision est déjà prise. Ils ont déjà convenu de plusieurs scénarios pour mener une guerre contre l'Iran. Mais beaucoup de ces scénarios posent problème, car historiquement, les États-Unis, y compris sous Trump, ont toujours été très prudents pour ne pas attaquer Israël ou frapper trop fort quiconque serait capable de riposter. Or, très peu de pays entrent dans cette catégorie. Je dirais que la Russie en est un exemple évident. Il faut être très prudent. Ils ont mené toutes ces frappes secrètes, très trompeuses, très sales et sournoises, ce que les États-Unis et les Britanniques ont fait par l'intermédiaire du régime marionnette ukrainien, avec des attaques de drones en tentant de tuer le président Poutine. Je veux dire, le coût de tout cela pourrait finir par se faire sentir à un moment donné. Cette facture pourrait bien arriver pour les États-Unis et les pays européens pour s'être impliqués dans ce genre d'attentats terroristes sordides, de tentatives d'assassinat et ainsi de suite contre une grande puissance nucléaire. C'est stupide de leur part de faire ça. Mais, vous savez, on verra bien. En ce qui concerne l'Iran, les États-Unis doivent peser le pour et le contre, car l'Iran, comme la Russie ou la Corée du Nord, fait partie des rares pays qui ont la capacité de riposter. Et les États-Unis n'aiment pas bombarder ou frapper trop fort quelqu'un qui peut rendre les coups, parce qu'ils ne le peuvent pas. Les États-Unis, malgré toute leur puissance, ont une population tellement molle, perméable et peu sûre d'elle sur le plan du patriotisme que si quelques soldats américains se retrouvent morts à la télévision, le pays entre littéralement en crise. Mais le pays n'a aucun problème à vaporiser 100 000 personnes dans un pays étranger. Cela n'affecte pas émotionnellement les Américains. Ils y sont simplement insensibles. Mais s'ils perdent ne serait-ce qu'un soldat, cela devient une crise politique. Voir un hélicoptère Black Hawk s'écraser en Somalie a été un événement profondément traumatisant. Aux États-Unis, Black Hawk Down, ce scénario provoque littéralement des cauchemars chez les Américains, car il perce l'illusion d'invincibilité avec laquelle ils ont grandi, à travers l'école et la propagande depuis la naissance, qui leur fait croire que l'Amérique est une puissance invincible. Et elle l'est, mais on ne peut pas comparer à d'autres pays. Elle peut sembler invincible, mais on ne peut maintenir cette idée qu'en même temps que celle selon laquelle les États-Unis sont une force du bien dans le monde, vous voyez. Alors, à quoi sert l'invincibilité dans votre mythologie nationale si elle ne coïncide pas avec un certain sens du bien dans le monde? Par exemple, l'Amérique est la ville brillante sur la colline, comme l'a dit George H.W. Bush, 1000 points de lumière. Il faut cela aussi. C'est l'autre face de la mythologie. L'administration Trump ne croit pas en cette face-là. Elle pense qu'on peut simplement être une force, sans avoir à être une force du bien. Il suffit d'être une force, voyez-vous. Et cela, dans les relations internationales et l'histoire du monde, c'est le baiser de la mort pour tout empire. Donc de ce point de vue, je ne sais pas ce que Trump va faire avec l'Iran et l'Asie de l'Ouest. Je pense qu'il pourrait jouer cette carte pendant plusieurs années encore. Il pourrait probablement mener des frappes périodiques sur les infrastructures et tenter des décapitations de leadership contre l'Iran. Il ne fait aucun doute que cela est envisagé en ce moment. Cela pourrait se produire dans quelques jours ou semaines, comme vous le savez. Mais ce serait une série d'attaques s'étalant sur plusieurs années. 1 an, peut-être 2, peut-être 3. Comme nous l'avons vu avec la Syrie, Nima, ils ne vont pas abandonner après 15 ans, car Israël a dicté la politique américaine en Syrie, voyez-vous.
Et d'ailleurs, ils n'auraient pas pu faire s'effondrer la Syrie sans les frappes aériennes israéliennes répétées pendant plus d'une douzaine d'années. Des milliers de sorties aériennes. Israël, donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le conflit syrien, Al-Qaïda et l'État islamique n'avaient pas de force aérienne. Israël a été de facto la force aérienne d'Al-Qaïda et de l'État islamique en Syrie à cette époque. Ils frappaient des cibles comme si l'État islamique et Al-Qaïda disposaient de leur propre aviation. Ils coordonnaient leurs actions avec eux. Ils ont frappé des cibles, désactivé des aéroports, et cela a vraiment contribué à faire respecter les sanctions également. Évidemment, en n'autorisant pas le passage de marchandises, en contrôlant les frontières. L'État islamique contrôlait la frontière irako-syrienne, faisait exploser les aéroports d'Alep et de Damas, les empêchant de redevenir opérationnels, et bloquait les routes commerciales, tout en appliquant les sanctions entre les États-Unis et l'Union européenne. Tout cela faisait donc partie d'un effort coordonné. Ils essaient de faire la même chose avec l'Iran. C'est cette stratégie coordonnée de pression maximale qui inclut non seulement les sanctions, mais aussi leur application concrète. Le problème avec l'Iran, c'est qu'ils n'ont pas le même niveau de contrôle sur leurs frontières, et évidemment, l'Iran aura aussi du mal à les sécuriser. De cette façon, les factions des États-Unis et du Kurdistan irakien peuvent l'utiliser comme base de lancement pour attaquer l'Iran, ainsi que l'Azerbaïdjan. Cela dit, ce n'est pas la Syrie. La Syrie est très contenue. Ils ont pu l'étrangler, l'asphyxier, vraiment punir le peuple, créer la famine, voler leur pétrole, voler leurs richesses agricoles, couper leur énergie et leur électricité. Ils ont pu faire cela avec la Syrie. Ils ne peuvent pas faire la même chose avec l'Iran. Ce ne sera donc pas une tâche facile. L'Iran n'est pas Gaza. Et je pense que cela commence à peser sur l'esprit des planificateurs de guerre américains, qui, à mon avis, ont été assez grisés par une sorte de montée de dopamine en regardant le carnage à Gaza, ce qui a enthousiasmé beaucoup de gens aux États-Unis. Et je ne dis pas cela à la légère. Je le dis avec une grande horreur et une profonde réserve. Le nombre de républicains et de sionistes chrétiens qui se sont montrés visiblement enthousiastes et euphoriques face au massacre à Gaza est troublant sur le plan humain. Ils sont également très excités par les massacres en Syrie. Ils adorent la violence sectaire parce que je pense qu'ils ont développé une haine intrinsèque des Arabes. Une grande partie de cela provient de la propagande menée par Israël et de la propagande post-11 septembre. Il existe une haine profonde et viscérale des Arabes au sein de la machine politique et médiatique américaine, et ils essayent de cultiver cette même haine envers les Iraniens également. Mais ils ont du mal à faire fonctionner le même système de propagande. L'Iran a déconcerté l'Occident à de nombreuses reprises et l'a surpris. C'est un système bien plus résilient. Il est désormais reconnu, même par les faucons occidentaux, que le gouvernement iranien, le gouvernement révolutionnaire, la société de la République islamique, est bien plus résilient qu'on ne le lui accordait. Mais cela fait des années que nous le disons. Nous aurions pu leur éviter beaucoup d'efforts, de douleurs et de souffrances. Jusqu'où iront-ils? Israël dit au public américain que l'Iran est comme la Syrie. Il ne faut qu'un petit coup de pouce. Ça va s'effondrer. Juste un petit coup de pouce. Et ils ont mené des opérations incroyables pour déstabiliser l'Iran, mais ils n'ont pas réussi. Ce que cela a fait à la place, c'est renforcer la solidarité au sein de la société iranienne de plus en plus, et c'est l'effet inverse. Donc, cette idée de provoquer un changement de régime, ils vont dans la mauvaise direction. Parce que les Américains, dernière chose que je dirais, Nima, les Américains aiment s'appuyer sur des modèles tout faits. Ils ont ces modèles historiques. Nous avons ruiné l'Union soviétique dans une course aux armements et nous avons gagné la guerre froide. Ils adorent cette histoire. Et donc, géopolitiquement, ils veulent transposer cela
aux sanctions contre la Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il faisait de la mise en scène au Congrès, les sénateurs, tout le monde dans les médias. Nous allons ruiner les Russes et nous allons vraiment, vraiment les faire payer. Et Poutine va tomber. Vladimir Poutine est caché. Il a un cancer, il a ceci, il a cela. Ils ont vraiment cru qu'ils pouvaient réutiliser le même schéma encore une fois. Et avec tous ces événements historiques, ils croient que les forces alliées ont brisé l'échine de la machine de guerre nazie, ce qui est totalement faux. Vous savez, c'est l'armée rouge qui l'a fait. L'armée rouge était pratiquement à Berlin au moment du débarquement. Donc c'est fini. Mais dans l'esprit américain, européen et britannique, le public et les politiciens, nourris à la propagande, croient que les forces alliées ont porté le coup fatal aux nazis, ce qui n'est pas le cas. Mais cela éclaire leur pensée géopolitique actuelle. Ils ignorent le front de l'Est sur le plan historique. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui sur ce même front, dans les mêmes lieux où l'armée rouge a brisé l'échine de la Wehrmacht. Exactement les mêmes champs de bataille. L'histoire se répète, sauf que c'est une histoire que la plupart des gens en Occident n'ont pas le droit de voir, ni d'aborder, et qui ne parvient jamais au premier plan du débat. Je pense qu'ils sont vraiment victimes d'une arrogance historique, ce type d'arrogance traditionnelle, parce qu'ils sont tellement imprégnés de leur propre propagande en Occident. Et je pense que c'est un énorme handicap, un grand désavantage politique pour l'Europe, les États-Unis et les États membres de l'OTAN. C'est pourquoi leur politique est dysfonctionnelle, pourquoi elle s'effondre et pourquoi ils continuent de prendre du retard. Leurs erreurs s'accumulent et ils sont contraints de redoubler d'efforts en adoptant des positions et des mesures encore plus extrêmes pour soutenir ce qui est, en réalité, une vision fondamentalement erronée de leur place dans l'histoire, de leur rôle dans le moment présent et de ce qui se passe réellement. Ils ignorent et rejettent également la souveraineté russe et iranienne, ou encore l'innovation et les capacités de l'Iran et de la Russie. Ils ont totalement négligé tout cela, parce que, encore une fois, les populations occidentales sont fortement soumises à une propagande d'autoglorification, convaincues d'être les hégémons culturels et civilisationnels, et cela détermine leur manière de penser. Malheureusement, cela influence la politique étrangère et la politique économique. Et je pense que c'est une énorme erreur de la part de l'Occident de ne pas reconnaître les réalités du monde actuel en pleine mutation. Patrick, avant de conclure cette session, j'aimerais connaître ton opinion sur la mission que l'administration Biden a entreprise en poussant la Russie vers la Chine. Il semble que cette mission se poursuive, avec le même type d'impulsion que celle de l'administration Trump envers l'Iran. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. Car lorsque Trump était candidat, et même lorsqu'il était président, l'un de ses principaux arguments dans chaque interview portait sur la Russie et la Chine. Pourquoi devraient-ils être nos ennemis? Et pourtant, il a fini par faire la même chose. Il pousse l'Iran, convainquant ce pays qu'il n'existe qu'un seul chemin vers la prospérité, vers un avenir meilleur et plus développé. Et ce chemin mène à l'Est, pas à l'Ouest. Il n'y a aucune possibilité de trouver une solution avec les États-Unis. Non, il n'y en a pas. Tu sais, Nima, tu as vu les commentateurs américains ces dernières semaines sur des chaînes comme Fox et CNN. Il y a ces gens qui viennent, Lindsey Graham et d'autres, disant « Nous voulons instaurer là-bas un régime pro-américain qui partage nos valeurs et qui mettra fin au cauchemar des mollahs en Iran. » C'est leur façon de penser. Ils croient pouvoir le réaméricaniser. Et ils ont les représentants de Reza Pahlavi partout dans les médias disant « Le peuple iranien meurt pour la liberté. » Et Pahlavi va la lui rendre. Ils fétichisent l'histoire.
history. Et c'est un fétichisme fondé sur une forme de mépris général envers toutes les autres civilisations qui ont précédé ou existé en dehors de la sphère occidentale. Et encore une fois, cela remonte à cette erreur fondamentale. Mais c'est plus profond que cela. Géopolitiquement, ils ne peuvent pas, enfin, les États-Unis et les pays occidentaux, l'ère coloniale est terminée. C'est fini, mais dans leur esprit, ça ne l'est pas. Dans leur esprit, ça ne l'est pas. C'est un principe très simple. Nima, les civilisations sont soit en train de construire, de détruire ou de perturber. À la fin de l'hégémonie civilisationnelle européenne, désormais nord-américaine, à l'origine européenne, des 1000 dernières années, celle-ci a été définie par le colonialisme. Et les puissances coloniales ont effectivement construit, mais elles l'ont fait selon un modèle extractif qui a dirigé toute la richesse, la prospérité et l'innovation vers l'Europe, pour les concentrer en Occident. Et aujourd'hui encore, elles vivent de ce pouvoir et l'exploitent au XXIe siècle, même si elles ont perdu une grande partie de leur possession coloniale et de leur capacité à exploiter et à extraire. Elles le font toujours, à travers les entreprises, et je pense aussi par le biais des banques centrales et du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, mais dans une bien moindre mesure qu'auparavant. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas capables de construire. Le système qu'elles ont mis en place, colonial et néocolonial, est l'antithèse même de la capacité à bâtir quoi que ce soit. Qui construit? La Chine construit. La Chine se développe. Le modèle d'expansion économique de la Chine repose sur le partenariat et le bénéfice mutuel. Et nous ne voulons pas l'admettre en Occident, car cela contraste avec notre propre modèle, qui est fondé sur l'exploitation. Il ne reste donc qu'une seule option pour les États-Unis. Ils ne peuvent rien construire en Iran. Ils ne construiront rien au Venezuela. Ce sont des environnements hostiles à la manière dont les États-Unis et leurs alliés souhaitent faire des affaires dans le monde. Il ne leur reste donc qu'une seule voie, le manque d'imagination en Occident, et parmi les planificateurs occidentaux, fait qu'ils ne peuvent qu'interrompre, détruire et saboter. Ainsi, leur objectif principal est de perturber, de détruire et de saboter l'initiative, la ceinture et la route, car ils la perçoivent comme un jeu à somme nulle, estimant d'une manière ou d'une autre que cela ne profite qu'à la Chine, alors qu'en réalité, cela profite au Kazakhstan, à l'Azerbaïdjan, à l'Irak, à l'Iran. Toute la région en bénéficie. Mais comme ils n'en ont pas le contrôle, ils estiment que la seule chose qui reste à l'esprit occidental est de détruire, de saboter, de tout faire exploser. Et ils sont très doués pour cela. Les États-Unis et les Britanniques sont très doués pour saboter les choses, faire exploser des raffineries, faire exploser des infrastructures. C'est tout ce qu'ils font désormais. Ils n'ont plus l'appétit politique pour envoyer des troupes au sol, du moins après l'Irak. Nous verrons bien, ils pourraient redécouvrir cet appétit sous Trump. Nous verrons. Et cela finira en catastrophe, comme auparavant. Alors tout ce qui reste, c'est détruire, perturber, et si ce n'est pas voler directement, alors menacer, intimider, voler, perturber, saboter. Donc si c'est cela l'avant-garde de l'Occident, si c'est censé être l'avant-garde de la civilisation mondiale, je dirais très clairement que la civilisation occidentale est en déclin. Elle est dans une spirale de mort. Car la civilisation repose sur une vision de l'avenir, sur l'imagination. Et si leur vision consiste à détruire, saboter, perturber et tuer, ou à soumettre, sinon nous vous anéantirons. Si c'est cela, en ce moment, l'avant-garde de la civilisation occidentale, de l'ordre mondial occidental dirigé par les États-Unis, alors je dirais qu'ils sont en déclin rapide. Politiquement d'abord, et économiquement, cela suivra bientôt. Et personne ne versera une larme si les États-Unis s'enfoncent dans une catastrophe économique. Personne dans le monde ne pleurera les États-Unis,
Et c'est bien là la triste vérité. Maintenant, si un leadership émergeait en Amérique, un leadership intelligent, réfléchi et animé par les intérêts de l'humanité, plutôt que par ceux des grandes entreprises ou de Wall Street, alors nous pourrions assister à un changement, une transition qui pourrait être bénéfique pour tout le monde. Mais cela exigerait des penseurs révolutionnaires et puissants, un véritable sens de l'art de gouverner et une vision du monde plus centrée sur l'humain que celle des États-Unis actuels, qui cherchent désormais à imposer une sorte d'ordre mondial corporatiste. Et c'est clairement ce que Donald Trump, c'est la dernière chose que je dirais, Nima, que les partisans de Trump et tout le mouvement MAGA, l'un de leurs principaux arguments pour attirer les électeurs était de dire que Donald Trump combattait les mondialistes. Alex Jones et tous ces grands noms, les mondialistes, Trump fait tomber les mondialistes. Les mondialistes, les woke, ils utilisent la question du woke comme un cri de ralliement. Mais en réalité, c'est Trump le mondialiste. Regardez qui se cache derrière Trump. Peter Thiel, Jeff Bezos, Palantir, Mark Zuckerberg, la technocratie, Elon Musk, tous des technocrates, tous des monopoles d'entreprise, tous des oligarques qui veulent supprimer les droits individuels et créer un État mondial de surveillance. Israël est absolument mondialiste. Donc, Trump, dirigé par Israël, sans indépendance, contrôlé par des oligarques milliardaires et trillionnaires. Trump est le mondialiste. Trump accélère l'agenda mondialiste. Tout ce que vous voyez à Davos, ils peuvent dire du mal de Trump parce qu'ils n'aiment pas la question du Groenland. Mais les gens qui financent Davos, les BlackRock de ce monde, ils sont tous derrière ce Trump. Quoi que Trump fasse, vous les verrez juste derrière lui. Donc Trump est le mondialiste. Il est le catalyseur d'une prise de contrôle mondiale par les grandes entreprises. Et je n'exagère pas. Nous atteignons des niveaux de disparité économique et d'inégalité de richesse qui dépassent largement tout ce qu'on a connu au Moyen Âge. En termes de concentration de la richesse et d'écart entre les ultra-riches et les pauvres. Et Donald Trump est le visage de cette contre-révolution. C'est une contre-révolution mondialiste contre la période des Lumières et contre tous les progrès démocratiques ou républicains que les peuples ont accomplis au cours des 500 dernières années. C'est cela que vous êtes en train de voir. Et Trump est l'homme qui va accélérer cela. Ainsi, notre pays va se réveiller, s'y opposer, comprendre ce qui se passe et reprendre sa souveraineté et son indépendance face à cette situation. Et ne pas considérer l'Iran comme quelqu'un sur qui s'acharner dans une sorte de passage à tabac collectif de la communauté internationale, mais comme quelqu'un à soutenir, à protéger et à respecter. Cela vaut pour chacun de ces pays d'Asie occidentale et d'Asie. Et il faudra, je pense, que quelques pays européens s'en détachent. Nous verrons donc à quel point Trump et son administration insisteront sur certaines de ces questions. Cela pourrait créer un effet domino susceptible de fragiliser d'autres domaines d'activité des États-Unis, comme l'Iran. Nous verrons bien. Mais ce sera intéressant. Oui, absolument. Merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Ravi de vous voir et saluer tous nos excellents collègues des médias là-bas dans votre merveilleux pays. Bien sûr. Très bien.